Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et puisque c'est le 1er mai, fête du travail, on va parler musique. Et on va parler musique à propos d'un spectacle que j'ai vu, et je vous le dis, si vous êtes à Paris, ou si vous êtes parisien, si vous venez à Paris, entre là, en mai, dès dimanche, jusqu'au 6 juillet, on va donner toutes les dates, et vous allez voir un spectacle formidable sur quelqu'un qui n'est peut-être pas connu de tout le monde, mais qui a joué un rôle extraordinaire chez un certain nombre de compositeurs. Vous allez écouter ces musiques et vous les connaissez toutes. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol ré do. Ce n'était jamais une mission impossible pour Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, qui est née en 1887, qui est morte en 1979. Elle a été vraiment le professeur, le mentor, la communicante d'énergie pour des compositeurs. Je vais vous donner quelques noms qui ont tous dit on doit tout à Nadia Boulanger. Aaron Copland, Philippe Glass, Lalo Schifrin, Quincy Jones, Michel Legrand, Vladimir Cosma, Astor Piazzolla, Georges Gershwin, et tous les autres. C'est formidable. Et alors, ce qui se passe, c'est que je suis allé voir ce spectacle qui m'a vraiment bouleversé, qui raconte justement un dialogue entre effectivement un journaliste et Nadia Boulanger, jouée magnifiquement par Véronique, mais on va en parler avec elle, et qui est absolument passionnant, vraiment passionnant. Comment vous raconter que donc Véronique Soufflé, mise en scène Michel Dodan, et avec Philippe Tarabé qui fait effectivement l'intervieweur. Et c'est passionnant parce que c'est une leçon à la fois de musique, mais c'est surtout une leçon d'humanité. C'est vraiment comment cette femme parle de la musique, parle de chacun, et parle de ce formidable respect de la personnalité de chacun qui allait tous devenir, en tout cas. Elle avait des élèves dans le monde entier, c'est bien ça. Absolument, ils sont venus du monde entier. Ça a commencé par les Américains, qui sont venus. Aaron Copland, qui est arrivé au conservatoire de Fontainebleau en 1921, ça a été son premier élève. Et de là a découlé, quand Aaron Copland est rentré aux États-Unis, qu'il est devenu qui il a été. Tous les élèves musiciens américains ont voulu venir rencontrer Nadia Boulanger. Ils ont traversé l'Atlantique et ils sont venus étudier avec Nadia. Ensuite, il y a eu ceux qui sont arrivés du Japon, de Roumanie, de Bulgarie, d'Argentine, du monde entier. Ouais, c'est fou. Vraiment, absolument. Et c'était dans les années, donc elle a commencé vraiment dans les années... Elle a commencé en 1921. Elle a commencé à enseigner très très jeune. Elle avait 16 ans en 1904 chez elle. Et puis à Gargenville, elle recevait aussi dans sa maison de campagne des élèves. Et puis les choses se sont accélérées quand le conservatoire de Fontainebleau s'est ouvert en 1921. Et où c'est un conservatoire qui s'est ouvert pour les jeunes musiciens américains. Il s'agissait d'offrir à ces jeunes musiciens le meilleur. Encore, ce conservatoire. Il existe encore. Il est ouvert tous les étés, et absolument. Et il reçoit des élèves américains. Voilà, et alors justement, dans cette pièce, vraiment, ce qui est extrêmement touchant. D'abord, il y a des extraits, vous faites même chanter les spectateurs à un moment donné, Véronique Soufflé. Et ce qui est très intéressant, c'est comment elle parle de l'enseignement, de la musique et de son amour pour la musique. Et vraiment, ça parle à tout le monde. Vous pouvez ne rien connaître à la musique classique ou à quoi que ce soit. Vous allez voir ça. C'est une leçon d'humanité vraiment extrêmement touchante, extrêmement bouleversante. Et qu'est-ce qui fait que cette femme avait ce drive, comme on dit en américain, cet enthousiasme, cette énergie? C'est un mystère, c'est une alchimiste, Nadia Boulanger. C'est une personne qui a su allier à la fois la sévérité, la rigueur, et puis l'amour, la passion.
qui a su, alors elle avait pour injonction première d'obliger ses élèves à être eux-mêmes, surtout ne pas copier, ne pas vouloir ressembler à qui on n'est pas. Astor Piazzolla, par exemple, Astor le Piazzolla, fameux musicien argentin, compositeur argentin. Absolument, parce qu'il était venu, il avait traversé lui aussi l'Atlantique pour venir étudier avec Nadia Boulanger. Il maîtrisait l'écriture magnifiquement. Il rêvait d'être Bartók, Stravinsky. Et puis, mais Nadia Boulanger n'arrivait pas à comprendre où était le vrai Piazzolla quand elle l'écoutait. Alors elle lui a demandé de jouer les œuvres qu'il jouait en Argentine avant de venir étudier à Paris avec elle. Ouais. Et ça a été une révélation parce que en venant à Paris, il avait totalement occulté le tango. Alors il lui a dit mais vous écrivez des tangos. Elle lui a dit mais faites le tango. Vous écrivez des tangos magnifiques. Faut oublier l'écriture scolastique, continuer dans cette voie. Et c'est grâce à Nadia Boulanger que Astor Piazzolla est revenu au tango et a changé aussi en Argentine. Et je rappelle Quincy Jones. Qui ne connaît pas Quincy Jones, le grand producteur de Michael Jackson, le grand compositeur, qui est venu exprès, qui a quitté l'orchestre de Duke Ellington où il était trompettiste pour venir étudier chez Nadia Boulanger pendant 4 ans à Paris. Absolument, absolument. Il avait entendu la Lochifrine, il était tombé, il s'est dit c'est pas possible, il faut que je rencontre cette femme, comme beaucoup d'élèves étrangers qui ont traversé. Elle était comment comme caractère? Vous la jouez, je dois dire, vous l'interprétez magnifiquement, Véronique Soufflet, c'est vrai, vous l'interprétez très. Elle était plutôt dure, elle était plutôt... Alors c'est Markovitch qui dit qu'elle était à la fois la douceur et la sévérité incarnée. C'est-à-dire que elle était capable d'une immense humanité, d'un amour absolu pour ses élèves, et en même temps était d'une rigueur draconienne à l'égard de la technique. Quoi. Une fois qu'on maîtrisait la technique, après il fallait être soi-même et voilà, prendre la liberté de s'envoler. Mais il fallait d'abord connaître cette technique. C'était le prix de la liberté. Ouais. Et puis l'admiration qu'il y a là pour les compositeurs, pour les grands. Enfin, elle en parle. Stravinsky, c'est son. Et puis pour les auteurs, pour Paul Valéry, comme dit Michel Legrand, avec Nadia Boulanger, on étudiait pas que la musique, on étudiait la poésie, la littérature, on étudiait l'amitié, on étudiait la vie, quoi. Et avec elle, la vie s'élargissait. Et c'est ça, Nadia Boulanger, elle fait lever le pain, elle fait élargir les choses, elle fait en sorte que pas par hasard qu'elle s'appelle Boulanger. Hein. Exactement. Ouais. Et c'était ça, c'est les capacités, enfin, elle est hors du commun, cette femme, hors du commun. Et aujourd'hui, sa parole est d'une modernité incroyable. Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand on écoute ça aujourd'hui, en 2024, tout paraît extrêmement, en tout cas, logique ce qu'elle dit sur la passion, sur l'amour et sur la rigueur. Parce que on ne peut rien faire sans le travail, évidemment. Rien. Et sur le désir. Et sur le désir, S'il n'y a pas de désir, il n'y a rien. Si mon désir n'est pas assez fort, c'est pas la peine. C'est vrai que c'est une leçon de vie, une leçon d'humanité, une leçon de... Et je peux vous dire, on le sent comme ça. Alors je vais vous dire, si vous venez à Paris, si vous êtes parisien, déjà le dimanche 5 mai à 18h au théâtre Essaillon, c'est tout près de Beaubourg, c'est rue Pierre-Rollard, le théâtre Essaillon. Donc le 5 mai à 18h. Et ensuite, du 10 mai au 6 juillet, tous les vendredis et samedis, du 10 mai au 6 juillet à 21h. Voilà, vous avez vraiment ce portrait, au coin de la rue la boulangerie, au coin de la rue l'aventure, au coin de la rue l'humanité. Vraiment, allez voir Véronique Soufflet, allez voir ce spectacle qui dure 1h15, 1h20, et vous vraiment, comment je dirais, ouvrez la porte du théâtre. Et ce spectacle vous ouvrira parce que voilà, vous passez 1h15 de pur bonheur, et aujourd'hui, par ces temps un peu durs, ça fait du bien. Merci beaucoup Véronique Soufflet d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on revient tout de suite après les informations de 13h pour le face-à-face. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, Radio France, on va en parler. Licenciement d'un journaliste, ça arrive, et pourquoi pas, si le journaliste a fait, que comme dans n'importe quel métier, une faute professionnelle ou une faute grave, eh bien, il est licencié, c'est normal. Mais là, on peut se poser quelques questions, et on va les poser. Sud Radio Berkov dans tous ses états,
Les perles du jour. La direction de Radio France a formulé son souhait de se séparer de Jean-François Achilli, journaliste politique. Non. Mais enfin, quand même, voilà, lundi dernier, le groupe de Radio France, a pris la décision de licencier le journaliste politique de France Info et présentateur de l'émission Les Informés, Jean-François Achilli, pour faute grave. Licenciement, donc, pour faute grave, qui a été confirmé un peu partout, donc voilà. Je rappelle qu'il y a 1 mois et demi, le journaliste Achilli avait été déjà suspendu à titre conservatoire après des révélations du journal Le Monde, affirmant qu'il avait collaboré à l'écriture de l'autobiographie du président du Rassemblement National, Jordan Bardella, tête de liste, effectivement, du RN pour les européennes. Voilà, donc on lui dit conflit d'intérêts. Selon la direction, le journaliste aurait collaboré sur une période de 9 mois au projet de Jordan Bardella, évoquant même un travail sur le fond avec des épreuves corrigées. Jean-François Achilli a réagi à l'époque, donc quand ça s'est passé le 15 mars dernier, avec cette mise au point. Il dit: je n'ai enfreint aucune règle professionnelle ou déontologique. J'ai échangé avec Jordan Bardella comme je le fais avec tous les responsables politiques depuis 25 ans. Nous avons parlé à sa demande de ce que pourrait être son expression pour un livre d'entretien. J'ai refusé le projet. Depuis quand les journalistes politiques ne peuvent-ils plus échanger avec l'ensemble des responsables politiques ? Je suis abasourdi par la brutalité de la mesure injustifiée prise à la direction de France Info à mon encontre, qui nuit gravement à ma réputation. Sauf que ce n'est plus là, c'est vraiment, on le licencie pour faute grave. Alors, que dit la direction, effectivement, de Radio France? Il dit ceci, il dit voilà, c'est une série de conflits d'intérêts, et effectivement, et puis il aurait, Jordan Bardella, fait du média training depuis 10 ans avec des politiques pour une société de conseil en communication, il y a un conflit d'intérêts, etc. Bien. On peut comprendre, mais on se pose quand même des questions, parce que nous tous, enfin, on est dans les médias, en tout cas moi personnellement depuis des dizaines d'années, je n'ai jamais fait de média training de ma vie, effectivement, et je n'ai pas fait le livre d'un politique, mais je n'ai pas écrit, j'ai contribué à écrire, j'ai écrit 46 bouquins, mais c'est pas ça le problème, ce n'est pas moi le problème. Le problème est de savoir si, effectivement, à partir du moment où on prend, on fait le livre d'un politique. Vous savez, moi je connais, je ne peux pas citer, on n'est pas là pour citer des noms, etc. C'est pas une question de dénonciation ou pas, mais il n'y a pas un seul politique, je dirais. Allez, j'exagère peu, en tout cas la grosse majorité des politiques qui n'ont pas écrit leur livre sans l'aide d'un journaliste. Ça, je peux vous le dire. D'ailleurs, quelques-uns le citent les journalistes qui ont participé. Mais en tout cas, énormément de politiques, vraiment énormément, qu'ils soient députés, qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient ministres, ou même président de la République, eh bien, ils ont travaillé, ils ont fait, ce ne sont pas des écrivains, on peut le comprendre, donc ils ont fait appel à des plumes. Ça se passait comment ? Ils faisaient des questions-réponses, et après, effectivement, c'était écrit à la première personne, et quelquefois à titre d'entretien. Alors, qu'il y ait eu pour parler avec Jordan Bardella, mais est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est parce que c'est Jordan Bardella? Parce que, encore une fois, le nombre de journalistes qui ont travaillé avec un aussi grand nombre aussi de politiques est quelque chose qui est une vérité de la palisse que tout le monde sait, qui est une pratique qui se passe depuis des décennies. Et est-ce qu'il faut licencier quelqu'un pour faute grave là-dessus? Alors, on peut se poser la question en tout cas, mais ça me paraît quand même assez limite, très franchement. Encore une fois, moi, si un journaliste donne de fausses informations, si un journaliste donne des résultats d'enquête alors qu'il n'a pas fait l'enquête, si un journaliste vraiment devient propagandiste, parce que malheureusement, il y en a, ce n'est évidemment pas la majorité de l'espèce, parce que des journalistes qui travaillent bien, qui font très bien leur métier, il y en a énormément. Il y en a hier, il y en a beaucoup aujourd'hui, et il y en aura encore demain. Mais là, c'est vrai que cette histoire de Radio France, service public, qui licencie pour faute grave, alors écoutez, on aimerait en savoir plus, mais personnellement, c'est toujours quand même
une histoire très forte au moment où la liberté d'expression connaît les obstacles qu'elle connaît, au moment où la liberté d'expression est combattue sur plusieurs fronts, en France et ailleurs, au moment où on dit que non, c'est pas important, ce qui est important c'est la sécurité, c'est pas la liberté, mais il n'y a pas de vraie sécurité sans liberté, ne l'oubliez pas, et n'oubliez surtout pas que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et ce que reproche aussi Radio France, c'est de ne pas avoir ce que de Jean-François, qui n'a pas alerté sa direction et que c'est dans la charte de France Télévisions et de Radio France. Et puis aussi, il annonce saisir les prud'hommes.